La reine Margot, partie 6 du livre audio, chapitre 14 de la première partie du roman. Seconde nuit de noces. La reine-mère promena son regard autour d'elle avec une merveilleuse rapidité. Des mules de velours au pied du lit, les habits de Marguerite épars sur des chaises, ses yeux qu'elle frottait pour en chasser le sommeil, convainquirent Catherine qu'elle avait réveillé sa fille. Alors elle sourit comme une femme qui a réussi dans ses projets, et tirant son fauteuil. « Asseyons-nous, Marguerite, dit-elle, et causons. »« Madame, je vous écoute. »« Il est temps, dit Catherine en fermant les yeux, avec cette lenteur particulière aux gens qui réfléchissent ou qui dissimulent profondément. Il est temps, ma fille, que vous compreniez combien votre frère et moi aspirons à vous rendre heureuse. » L'exorde était effrayant pour qui connaissait Catherine. « Que va-t-elle me dire ?» pensa Marguerite. « Certes, en vous mariant, continua la Florentine, nous avons accompli un de ces actes de politique commandés souvent par de graves intérêts à ceux qui gouvernent. Mais il le faut avouer, ma pauvre enfant, nous ne pensions pas que la répugnance du roi de Navarre pour vous, si jeune, si belle et si séduisante, demeurerait opiniâtre à ce point. » Marguerite se leva et fit, en croisant sa robe de nuit, une cérémonieuse révérence à sa mère. « J'apprends de ce soir seulement, dit Catherine, car sans cela je vous eusse visité plus tôt. J'apprends que votre mari est loin d'avoir pour vous les égards qu'on doit non seulement à une jolie femme, mais encore à une fille de France. » Marguerite poussa un soupir, et Catherine, encouragée par cette muette adhésion, continua. « En effet, que le roi de Navarre entretienne publiquement une de mes filles, qu'il adore jusqu'au scandale, qu'il fasse mépris pour cet amour de la femme qu'on a bien voulu lui accorder, c'est un malheur auquel nous ne pouvons remédier, nous autres pauvres tout-puissants. Mais que punirait le moindre gentilhomme de notre royaume en appelant son gendre ou en le faisant appeler par son fils ?» Marguerite baissa la tête. « Depuis assez longtemps, continua Catherine, je vois, ma fille, à vos yeux rougis, à vos amères sorties contre la sauve, que la plaie de votre cœur ne peut, malgré vos efforts, toujours saigner en dedans. » Marguerite tressaillit. Un léger mouvement avait agité les rideaux. Mais heureusement, Catherine ne s'en était pas aperçue. « Cette plaie, dit-elle en redoublant d'affectueuse douceur, cette plaie, mon enfant, c'est à la main d'une mère qu'il appartient de la guérir. Ceux qui, en croyant faire votre bonheur, ont décidé votre mariage et qui, dans leur sollicitude pour vous, remarquent que chaque nuit, Henri de Navarre se trompe d'appartement, ceux qui ne peuvent permettre qu'un roitelet comme lui offense à tout instant une femme de votre beauté, de votre rang et de votre mérite, par le dédain de votre personne et la négligence de sa postérité, ceux qui voient enfin qu'au premier vent qu'il croira favorable, cette folle et insolente tête tournera contre notre famille et vous expulsera de sa maison, ceux-là n'ont-ils pas le droit d'assurer, en le séparant du sien, votre avenir d'une façon à la fois plus digne de vous et de votre condition ? » « Cependant, madame, répondit Marguerite, malgré ces observations tout empreintes d'amour maternel et qui me comblent de joie et d'honneur, j'aurai la hardiesse de représenter à votre majesté que le roi de Navarre est mon époux. » Catherine fit un mouvement de colère et se rapprochant de Marguerite. « Lui, dit-elle, votre époux. Suffit-il donc pour être mari et femme que l'Église vous ait béni ? Et la consécration du mariage est-elle seulement dans les paroles du prêtre ? Lui, votre époux. Et, ma fille, si vous étiez madame de Sauve, vous pourriez me faire cette réponse. Mais, tout au contraire de ce que nous attendions de lui, depuis que vous avez accordé à Henri de Navarre l'honneur de vous nommer sa femme, c'est à une autre qu'il en a donné les droits. Et en ce moment même, dit Catherine en haussant la voix, venez avec moi. Cette clé ouvre la porte de l'appartement de madame de Sauve, et vous verrez. »
Oh, plus bas, madame, je vous prie, dit Marguerite, car non seulement vous vous trompez, mais encore… Eh bien, vous allez réveiller mon mari. À ces mots, Marguerite se leva avec une grâce toute voluptueuse, et laissant flotter entr'ouverte sa robe de nuit, dont les manches courtes laissaient à nu son bras d'un modelé si pur et sa main véritablement royale, elle approcha un flambeau de cire rosée du lit et, relevant le rideau, elle montra du doigt, en souriant à sa mère, le profil fier, les cheveux noirs et la bouche entr'ouverte du roi de Navarre, qui semblait, sur la couche en désordre, reposer du plus calme et du plus profond sommeil. Pâle, les yeux hagards, le corps cambré en arrière comme si un abîme se fût ouvert sur ses pas, Catherine poussa, non pas un cri, mais un rugissement sourd. « Vous voyez, madame, dit Marguerite, que vous étiez mal informée. » Catherine jeta un regard sur Marguerite, puis un autre sur Henri. Elle unit dans sa pensée active l'image de ce front pâle et moite, de ses yeux entourés d'un léger cercle de bistre, au sourire de Marguerite, et elle mordit ses lèvres minces avec une fureur silencieuse. Marguerite permit à sa mère de contempler un instant ce tableau qui faisait sur elle l'effet de la tête de Méduse. Puis elle laissa retomber le rideau et, marchant sur la pointe du pied, elle revint près de Catherine et, reprenant sa place sur sa chaise, « Vous disiez donc, madame ?» La Florentine chercha pendant quelques secondes à sonder cette naïveté de la jeune femme, puis, comme si ses regards éthérés se fussent émoussés sur le calme de Marguerite, « Rien, dit-elle, et elle sortit à grands pas de l'appartement. Aussitôt que le bruit de ses pas se fut assourdi dans la profondeur du corridor, le rideau du lit s'ouvrit de nouveau, et Henri, l'œil brillant, la respiration oppressée, la main tremblante, vint s'agenouiller devant Marguerite. Il était seulement vêtu de ses trousses et de sa cotte de maille, de sorte qu'en le voyant ainsi affublé, Marguerite, tout en lui serrant la main de bon cœur, ne put s'empêcher d'éclater de rire. « Ah, madame, ah, Marguerite !» s'écria-t-il. « Comment m'acquitterai-je jamais envers vous ?» Et il couvrait sa main de baisers, qui de la main montaient insensiblement au bras de la jeune femme. « Sire, dit-elle en se reculant tout doucement, oubliez-vous qu'à cette heure, une pauvre femme, à laquelle vous devez la vie, souffre et gémit pour vous ? Madame de Sauve, ajouta-t-elle tout bas, vous a fait le sacrifice de sa jalousie en vous envoyant près de moi. Et peut-être, après vous avoir fait le sacrifice de sa jalousie, vous fait-elle celui de sa vie, car, vous le savez mieux que personne, la colère de ma mère est terrible. » Henri frissonna et, se relevant, fit un mouvement pour sortir. « Oh, mais, dit Marguerite avec une admirable coquetterie, je réfléchis et me rassure. La clé vous a été donnée sans indication, et vous serez censée m'avoir accordé ce soir la préférence. »« Et je vous l'accorde, Marguerite. Consentez-vous seulement à oublier… »« Plus bas, sire, plus bas, » répliqua la reine, parodiant les paroles que 10 minutes auparavant elle venait d'adresser à sa mère. « On vous entend du cabinet, et comme je ne suis pas encore tout à fait libre, sire, je vous prierai de parler moins haut. »« Oh, oh » dit Henri, moitié riant, moitié assombri. « C'est vrai, j'oubliais que ce n'est probablement pas moi qui suis destiné à jouer la fin de cette scène intéressante. Ce cabinet… » « Entrons-y, sire, dit Marguerite, car je veux avoir l'honneur de présenter à votre majesté un brave gentilhomme blessé pendant le massacre, en venant avertir jusque dans le Louvre votre majesté du danger qu'elle courait. » La reine s'avança vers la porte. Henri suivit sa femme. La porte s'ouvrit et Henri demeura stupéfait en voyant un homme dans ce cabinet prédestiné aux surprises. Mais la Mole fut plus surpris encore en se trouvant inopinément en face du roi de Navarre. Il en résulta que Henri jeta un coup d'œil ironique à Marguerite, qui le soutint à merveille. « Sire, dit Marguerite, j'en suis réduite à craindre qu'on ne tue dans mon logis même ce gentilhomme
qui est dévoué au service de votre majesté, et que je mets sous sa protection. Sire, reprit alors le jeune homme, je suis le comte Leurac de la Mole, que votre majesté attendait, et qui vous avait été recommandé par ce pauvre monsieur de Téligny, qui a été tué à mes côtés. Ah, fit Henri, en effet, monsieur, et la reine m'a remis sa lettre. Mais n'aviez-vous pas aussi une lettre de monsieur le gouverneur du Languedoc? Oui, sire, et recommandation de la remettre à votre majesté aussitôt mon arrivée. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Sire, je me suis rendu au Louvre dans la soirée d'hier, mais votre majesté était tellement occupée qu'elle n'a pu me recevoir. C'est vrai, dit le roi, mais vous eussiez pu, ce me semble, me faire passer cette lettre. J'avais ordre, de la part de M. d'Auriac, de ne la remettre qu'à votre majesté elle-même, car elle contenait, m'a-t-il assuré, un avis si important qu'il n'osait le confier à un messager ordinaire. En effet, dit le roi, en prenant et en lisant la lettre, c'était l'avis de quitter la cour et de me retirer en Béarn. M. d'Auriac était de mes bons amis, quoique catholique, et il est probable que, comme gouverneur de province, il avait vent de ce qui s'est passé. Ventre saint-gris. Monsieur, pourquoi ne pas m'avoir remis cette lettre il y a 3 jours, au lieu de ne me la remettre qu'aujourd'hui? Parce que, ainsi que j'ai eu l'honneur de le dire à votre majesté, quelque diligence que j'ai faite, je n'ai pu arriver qu'hier. C'est fâcheux, murmura le roi, car à cette heure nous serions en sûreté, soit à La Rochelle, soit dans quelque bonne plaine, avec 2 à 3 000 chevaux autour de nous. Sire, ce qui est fait, dit Marguerite à demi-voix, et au lieu de perdre votre temps à récriminer sur le passé, il s'agit de tirer le meilleur parti possible de l'avenir. À ma place, dit Henri, avec son regard interrogateur, vous auriez donc encore quelque espoir, madame? Oui, certes, et je regarderai le jeu engagé comme une partie en 3 points, dont je n'ai perdu que la première manche. Ah, madame, dit tout bas Henri, si j'étais sûr que vous fussiez de moitié dans mon jeu. Si j'avais voulu passer du côté de vos adversaires, répondit Marguerite, il me semble que je n'eusse point attendu si tard. C'est juste, dit Henri, je suis un ingrat, et comme vous dites, tout peut encore se réparer aujourd'hui. Hélas, sire, répliqua la Mole, je souhaite à votre majesté toutes sortes de bonheur, mais aujourd'hui nous n'avons plus monsieur l'amiral. Henri se mit à sourire de ce sourire de paysan matois que l'on ne comprit à la cour que le jour où il fut roi de France. Mais, madame, reprit-il, en regardant la Mole avec attention, ce gentilhomme ne peut demeurer chez vous sans vous gêner infiniment et sans être exposé à de fâcheuses surprises. Qu'en ferez-vous? Mais, sire, dit Marguerite, ne pourrions-nous le faire sortir du Louvre? Car en tout point, je suis de votre avis. C'est difficile. Sire, monsieur de la Mole ne peut-il trouver un peu de place dans la maison de votre majesté? Hélas, madame, vous me traitez toujours comme si j'étais encore roi des Huguenots et comme si j'avais encore un peuple. Vous savez bien que je suis à moitié converti et que je n'ai plus de peuple du tout. Une autre que Marguerite se fut empressée de répondre sur-le-champ, « Il est catholique ». Mais la reine voulait se faire demander par Henri ce qu'elle désirait obtenir de lui. Quant à la Mole, voyant cette réserve de sa protectrice et ne sachant encore où poser le pied sur le terrain glissant d'une cour aussi dangereuse que l'était celle de France, il se tut également. « Mais, reprit Henri, relisant la lettre apportée par la Mole, que me dit donc monsieur le gouverneur de Provence? Que votre mère était catholique et que de là vient l'amitié qu'il vous porte? » Et à moi, dit Marguerite, que me parliez-vous d'un vœu que vous avez fait, monsieur le comte, d'un changement de religion? Mes idées se brouillent à cet égard. Aidez-moi donc, monsieur de la Mole. Ne s'agissait-il pas de quelque chose de semblable à ce que paraît désirer le roi? Hélas, oui. Mais votre majesté a si froidement accueilli mes explications à cet égard, reprit la Mole, que je n'ai point osé. C'est que tout cela ne me regardait aucunement, monsieur,
Expliquez au roi. Expliquez. » « Eh bien, qu'est-ce que ce vœu ?» demanda le roi. « Sire, dit la Mole, poursuivi par des assassins, sans armes, presque mourant de mes 2 blessures, il m'a semblé voir l'ombre de ma mère me guidant vers le Louvre, une croix à la main. Alors j'ai fait le vœu, si j'avais la vie sauve, d'adopter la religion de ma mère, à qui Dieu avait permis de sortir de son tombeau pour me servir de guide pendant cette horrible nuit. Dieu m'a conduit ici, sire. Je m'y vois sous la double protection d'une fille de France et du roi de Navarre. Ma vie a été sauvée miraculeusement. Je n'ai donc qu'à accomplir mon vœu, sire. Je suis prêt à me faire catholique. » Henri fronça le sourcil. Le sceptique qu'il était comprenait bien l'abjuration par intérêt. Mais il doutait fort de l'abjuration par la foi. « Le roi ne veut pas se charger de mon protégé, » pensa Marguerite. La Mole, cependant, demeurait timide et gênée entre les 2 volontés contraires. Il sentait bien, sans se l'expliquer, le ridicule de sa position. Ce fut encore Marguerite qui, avec sa délicatesse de femme, le tira de ce mauvais pas. « Sire, dit-elle, nous oublions que le pauvre blessé a besoin de repos. Moi-même, je tombe de sommeil. Et tenez. » La Mole pâlissait, en effet, mais c'étaient les dernières paroles de Marguerite qu'il avait entendues et interprétées qui le faisaient pâlir. « Eh bien, madame, dit Henri, rien de plus simple. Ne pouvons-nous laisser reposer monsieur de la Mole ?» Le jeune homme adressa à Marguerite un regard suppliant et, malgré la présence des 2 majestés, se laissa aller sur un siège, brisé de douleur et de fatigue. Marguerite comprit tout ce qu'il y avait d'amour dans ce regard et de désespoir dans cette faiblesse. « Sire, dit-elle, il convient à votre majesté de faire à ce jeune gentilhomme qui a risqué sa vie pour son roi, puisqu'il accourait ici pour vous annoncer la mort de l'amiral et de Téligny lorsqu'il a été blessé. Il convient, dis-je, à votre majesté de lui faire un honneur dont il sera reconnaissant toute sa vie. »« Et lequel, madame ?» dit Henri. « Commandez, je suis prêt. » « Monsieur de la Mole couchera cette nuit aux pieds de votre majesté, qui couchera, elle, sur ce lit de repos. Quant à moi, avec la permission de mon auguste époux, ajouta Marguerite en souriant, je vais appeler Gilonne et me remettre au lit, car, je vous le jure, sire, je ne suis pas celle de nous 3 qui ait le moins besoin de repos. » Henri avait de l'esprit, peut-être un peu trop même. Ses amis et ses ennemis le lui reprochèrent plus tard. Mais il comprit que celle qui l'exilait de la couche conjugale en avait acquis le droit par l'indifférence même qu'il avait manifestée pour elle. D'ailleurs, Marguerite venait de se venger de cette indifférence en lui sauvant la vie. Il ne mit donc pas d'amour-propre dans sa réponse. « Madame, dit-il, si monsieur de la Mole était en état de passer dans mon appartement, je lui offrirais mon propre lit. »« Oui, reprit Marguerite, mais votre appartement, à cette heure, ne vous peut protéger ni l'un ni l'autre, et la prudence veut que votre majesté demeure ici jusqu'à demain. » Et, sans attendre la réponse du roi, elle appela Gilonne, fit préparer les coussins pour le roi, et au pied du roi un lit pour la Mole, qui semblait si heureux et si satisfait de cet honneur qu'on eût juré qu'il ne sentait plus ses blessures. Quant à Marguerite, elle tira au roi une cérémonieuse révérence, et, rentrée dans sa chambre bien verrouillée de tous côtés, elle s'étendit dans son lit. « Maintenant, se dit Marguerite à elle-même, il faut que demain monsieur de la Mole ait un protecteur au Louvre, et tel fait ce soir la sourde oreille qui demain se repentira. » Puis elle fit signe à Gilonne, qui attendait ses derniers ordres, de venir les recevoir. Gilonne s'approcha. « Gilonne, lui dit-elle tout bas, il faut que demain, sous un prétexte quelconque, mon frère, le duc d'Alençon, ait envie de venir ici avant 8 heures du matin. » 2 heures sonnaient au Louvre. La Mole causa un instant politique avec le roi, qui peu à peu s'endormit, et bientôt ronfla aux éclats, comme s'il eût été couché dans son lit de cuir de Béarn. La Mole eût peut-être dormi comme le roi, mais Marguerite ne dormait pas. Elle se tournait et se retournait dans son lit, et ce bruit troublait les idées et le sommeil du jeune homme. «
Il est bien jeune, murmurait Marguerite au milieu de son insomnie. Il est bien timide. Peut-être même, il faudra voir cela, peut-être même sera-t-il ridicule. De beaux yeux, cependant, une taille bien prise, beaucoup de charme. Mais s'il allait ne pas être brave, il fuyait, il abjure, c'est fâcheux. Le rêve commençait bien. Allons, laissons aller les choses et rapportons-nous-en au triple Dieu de cette folle Henriette. Et vers le jour, Marguerite finit enfin par s'endormir en murmurant « Eros, Cupido, Amor ». Chapitre 15. Ce que femme veut, Dieu le veut. Marguerite ne s'était pas trompée. La colère amassée au fond du cœur de Catherine par cette comédie, dont elle voyait l'intrigue sans avoir la puissance de rien changer au dénouement, avait besoin de déborder sur quelqu'un. Au lieu de rentrer chez elle, la reine-mère monta directement chez sa dame d'Atour. Madame de Sauve s'attendait à 2 visites. Elle espérait celle de Henri, elle craignait celle de la reine-mère. Au lit, à moitié vêtue, tandis que Dariole veillait dans l'antichambre, elle entendit tourner une clé dans la serrure, puis s'approcher des pas lents et qui eussent paru lourds s'ils n'eussent pas été assourdis par d'épais tapis. Elle ne reconnut point là la marche légère et empressée de Henri. Elle se douta qu'on empêchait Dariole de la venir avertir, et, appuyée sur sa main, l'oreille et l'œil tendus, elle attendit. La portière se leva, et la jeune femme, frissonnante, vit paraître Catherine de Médicis. Catherine semblait calme, mais Madame de Sauve, habituée à l'étudier depuis 2 ans, comprit tout ce que ce calme apparent cachait de sombres préoccupations et peut-être de cruelles vengeances. Madame de Sauve, en apercevant Catherine, voulut sauter en bas de son lit, mais Catherine leva le doigt pour lui faire signe de rester, et la pauvre Charlotte demeura clouée à sa place, amassant intérieurement toutes les forces de son âme pour faire face à l'orage qui se préparait silencieusement. « Avez-vous fait tenir la clé au roi de Navarre ?» demanda Catherine sans que l'accent de sa voix indiquât aucune altération. Seulement, ces paroles étaient prononcées par des lèvres de plus en plus blêmissantes. « Oui, madame, » répondit Charlotte, d'une voix qu'elle tentait inutilement de rendre aussi assurée que l'était celle de Catherine. « Et vous l'avez vu ?»« Qui ?» demanda madame de Sauve. « Le roi de Navarre. »« Non, madame, mais je l'attends, et j'avais même cru, en entendant tourner une clé dans la serrure, que c'était lui qui venait. » À cette réponse, qui annonçait dans madame de Sauve ou une parfaite confiance ou une suprême dissimulation, Catherine ne put retenir un léger frémissement. Elle crispa sa main grasse et courte. « Et cependant, tu savais bien, dit-elle, avec son méchant sourire. Tu savais bien, Carlotta, que le roi de Navarre ne viendrait point cette nuit. »« Moi, madame, je savais cela ?» s'écria Charlotte avec un accent de surprise parfaitement bien joué. « Oui, tu le savais. » « Pour ne point venir, reprit la jeune femme frissonnante à cette seule supposition, il faut donc qu'il soit mort. Ce qui donnait à Charlotte le courage de mentir ainsi, c'était la certitude qu'elle avait d'une terrible vengeance, dans le cas où sa petite trahison serait découverte. « Mais tu n'as donc pas écrit au roi de Navarre, Carlotta mia ?» demanda Catherine avec ce même rire silencieux et cruel. « Non, madame, répondit Charlotte avec un admirable accent de naïveté. Votre majesté ne me l'avait pas dit, ce me semble. » Il se fit un moment de silence, pendant lequel Catherine regarda madame de Sauve comme le serpent regarde l'oiseau qu'il veut fasciner. « Tu te crois belle, dit alors Catherine. Tu te crois adroite, n'est-ce pas ? » Non, madame, répondit Charlotte. Je sais seulement que votre majesté a été parfois d'une bien grande indulgence pour moi quand il s'agissait de mon adresse et de ma beauté. Eh bien, dit Catherine en s'animant, tu te trompais si tu as cru cela, et moi, je mentais si je te l'ai dit. Tu n'es qu'une sotte et qu'une laide près de ma fille Margot.
« Oh, ceci, madame, c'est vrai, dit Charlotte, et je n'essayerai pas même de le nier, surtout à vous. »« Aussi, continua Catherine, le roi de Navarre te préfère-t-il de beaucoup, ma fille, et ce n'était pas ce que tu voulais, je crois, ni ce dont nous étions convenus. »« Hélas, madame, dit Charlotte, éclatant cette fois en sanglots, sans qu'elle eût besoin de se faire aucune violence. Si cela est ainsi, je suis bien malheureuse. »« Cela est, dit Catherine, en enfonçant comme un double poignard le double rayon de ses yeux dans le cœur de madame de Sauve. « Mais qui peut vous le faire croire ? Demanda Charlotte. « Descends chez la reine de Navarre, Pazza, et tu y trouveras ton amant. »« Oh !» fit madame de Sauve. Catherine haussa les épaules. « Es-tu jalouse ? » ?»« Par hasard, demanda la reine-mère. « Moi ?» dit madame de Sauve, rappelant à elle toute sa force, prête à l'abandonner. « Oui, toi. Je serais curieuse de voir une jalousie de Française. »« Mais, dit madame de Sauve, comment votre majesté veut-elle que je sois jalouse autrement que d'amour-propre ? Je n'aime le roi de Navarre qu'autant qu'il le faut pour le service de votre majesté. » Catherine la regarda un moment avec des yeux rêveurs. « Ce que tu me dis là peut, à tout prendre, être vrai, murmura-t-elle. Votre majesté lit dans mon cœur. Et ce cœur m'est tout dévoué ? Ordonnez, madame, et vous en jugerez. Eh bien, puisque tu te sacrifies à mon service, Carlotta, il faut, pour mon service toujours, que tu sois très éprise du roi de Navarre, et très jalouse surtout. Jalouse comme une Italienne. Mais, madame, demanda Charlotte, de quelle façon une Italienne est-elle jalouse ? Je te le dirai, reprit Catherine, et, après avoir fait 2 ou 3 mouvements de tête du haut en bas, elle sortit silencieusement et lentement comme elle était rentrée. Charlotte, troublée par le clair regard de ses yeux dilatés comme ceux du chat et de la panthère, sans que cette dilatation lui fît rien perdre de sa profondeur, la laissa partir sans prononcer un seul mot, sans même laisser à son souffle la liberté de se faire entendre. Et elle ne respira que lorsqu'elle eut entendu la porte se refermer derrière elle et que Dariol fut venu lui dire que la terrible apparition était bien évanouie. « Dariol, lui dit-elle alors, traîne un fauteuil près de mon lit et passe la nuit dans ce fauteuil. Je t'en prie, car je n'oserais pas rester seule. » Dariol obéit, mais malgré la compagnie de sa femme de chambre qui restait près d'elle, malgré la lumière de la lampe qu'elle ordonna de laisser allumer, pour plus grande tranquillité, madame de Sauve aussi ne s'endormit qu'au jour, tant bruissait à son oreille le métallique accent de la voix de Catherine. Cependant, quoique endormie au moment où les jours commençaient à paraître, Marguerite se réveilla aux premiers sons des trompettes, aux premiers aboiements des chiens. Elle se leva aussitôt et commença de revêtir un costume si négligé qu'il en était prétentieux. Alors elle appela ses femmes, fit introduire dans son antichambre les gentilshommes du service ordinaire du roi de Navarre. Puis, ouvrant la porte qui enfermait sous la même clé Henri et de la Mole, elle donna du regard un bonjour affectueux à ce dernier et, appelant son mari, « Allons, sire, dit-elle, ce n'est pas le tout que d'avoir fait croire à madame ma mère ce qui n'est pas. Il convient encore que vous persuadiez toute votre cour de la parfaite intelligence qui règne entre nous. Mais tranquillisez-vous, ajouta-t-elle en riant, et retenez bien mes paroles, que la circonstance fait presque solennelle. Aujourd'hui sera la dernière fois que je mettrai votre majesté à cette cruelle épreuve. » Le roi de Navarre sourit et ordonna qu'on introduisît ces gentilshommes. Au moment où il les saluait, il fit semblant de s'apercevoir seulement que son manteau était resté sur le lit de la reine. Il leur fit ses excuses de les recevoir ainsi, prit son manteau des mains de Marguerite rougissante et l'agrafa sur son épaule. Puis, se tournant vers eux, il leur demanda des nouvelles de la ville et de la cour. Marguerite remarquait du coin de l'œil l'imperceptible étonnement que produisit sur le visage des gentilshommes cette intimité qui venait de se révéler entre le roi et la reine de Navarre, lorsqu'un huissier entra, suivi de 3 ou 4 gentilshommes et annonçant le duc d'Alençon. Pour le faire venir, Gillonne avait eu besoin de lui apprendre seulement que le roi avait passé la nuit chez sa femme.
François entra si rapidement qu'il faillit, en les écartant, renverser ceux qui le précédaient. Son premier coup d'œil fut pour Henri. Marguerite n'eut que le second. Henri lui répondit par un salut courtois. Marguerite composa son visage qui exprima la plus parfaite sérénité. D'un autre regard vague, mais scrutateur, le duc embrassa alors toute la chambre. Il vit le lit aux tapisseries dérangées, le double oreiller affaissé au chevet, le chapeau du roi jeté sur une chaise. Il pâlit, mais se remettant sur le champ. « Mon frère Henri, dit-il, venez-vous jouer ce matin à la paume avec le roi ?»« Le roi me fait-il cet honneur de m'avoir choisi ?» demanda Henri. « Ou n'est-ce qu'une attention de votre part, mon beau-frère ?»« Mais non, le roi n'a point parlé de cela, » dit le duc un peu embarrassé. « Mais n'êtes-vous point de sa partie ordinaire ?» Henri sourit, car il s'était passé tant et de si graves choses depuis la dernière partie qu'il avait faite avec le roi, qu'il n'y aurait rien eu d'étonnant à ce que Charles IX eût changé ses joueurs habituels. « J'y vais, mon frère, » dit Henri en souriant. « Venez, » reprit le duc. « Vous vous en allez » demanda Marguerite. « Oui, ma sœur. »« Vous êtes donc pressé ?»« Très pressé. »« Si cependant je réclamais de vous quelques minutes ?» Une pareille demande était si rare dans la bouche de Marguerite que son frère la regarda en rougissant et en pâlissant tour à tour. « Que va-t-elle lui dire ?» pensa Henri, non moins étonné que le duc d'Alençon. Marguerite, comme si elle eût deviné la pensée de son époux, se retourna de son côté. « Monsieur, dit-elle avec un charmant sourire, vous pouvez rejoindre sa majesté, si bon vous semble, car le secret que j'ai à révéler à mon frère est déjà connu de vous, puisque la demande que je vous ai adressée hier à propos de ce secret a été à peu près refusée par votre majesté. Je ne voudrais donc pas, continua Marguerite, fatiguer une seconde fois votre majesté par l'expression émise en face d'elle d'un désir qui lui a paru être désagréable. »« Qu'est-ce donc ?» demanda François en les regardant tous deux avec étonnement. « Ah, ah, dit Henri en rougissant de dépit, je sais ce que vous voulez dire, madame. En vérité, je regrette de ne pas être plus libre. Mais si je ne puis donner à monsieur de la Mole une hospitalité qui ne lui offrirait aucune assurance, je n'en peux pas moins recommander après vous à mon frère d'Alençon la personne à laquelle vous vous intéressez. Peut-être même, ajouta-t-il, pour donner plus de force encore aux mots que nous venons de souligner, peut-être même, mon frère trouvera-t-il une idée qui vous permettra de garder monsieur de la Mole ici, près de vous, ce qui serait mieux que tout, n'est-ce pas, madame ? Allons, allons, se dit Marguerite en elle-même. À eux deux, ils vont faire ce que ni l'un ni l'autre des deux n'eût fait tout seul. Et elle ouvrit la porte du cabinet et en fit sortir le jeune blessé après avoir dit à Henri « C'est à vous, monsieur, d'expliquer à mon frère à quel titre nous nous intéressons à monsieur de la Mole. » En 2 mots, Henri, pris au trébuchet, raconta à monsieur d'Alençon, moitié protestant par opposition, comme Henri moitié catholique par prudence, l'arrivée de la Mole à Paris, et comment le jeune homme avait été blessé en venant lui apporter une lettre de monsieur d'Aurillac. Quand le duc se retourna, la Mole, sortie du cabinet, se tenait debout devant lui. François, en l'apercevant si beau, si pâle, et par conséquent doublement séduisant par sa beauté et par sa pâleur, sentit naître une nouvelle terreur au fond de son âme. Marguerite le prenait à la fois par la jalousie et par l'amour-propre. « Mon frère, lui dit-elle, ce jeune gentilhomme, j'en réponds, sera utile à qui saura l'employer. Si vous l'acceptez pour vôtre, il trouvera en vous un maître puissant, et vous, en lui, un serviteur dévoué. En ces temps, il faut bien s'entourer, mon frère. Surtout, ajouta-t-elle en baissant la voix de manière que le duc d'Alençon l'entendit seul, quand on est ambitieux et que l'on a le malheur de n'être que 3e fils de France. » Elle mit un doigt sur sa bouche pour indiquer à François que, malgré cette ouverture, elle gardait encore à part en elle-même une portion importante de sa pensée.
Puis, ajouta-t-elle, peut-être trouverez-vous, tout au contraire de Henri, qu'il n'est pas séant que ce jeune homme demeure si près de mon appartement. Ma sœur, dit vivement François, monsieur de la Mole, si cela lui convient toutefois, sera dans une demi-heure installé dans mon logis, où je crois qu'il n'a rien à craindre. Qu'il m'aime, et je l'aimerai. François mentait, car au fond de son cœur, il détestait déjà la Mole. Bien, bien, je ne m'étais donc pas trompée, murmura Marguerite, qui vit les sourcils du roi de Navarre se froncer. Ah, pour vous conduire l'un et l'autre, je vois qu'il faut vous conduire l'un par l'autre. Puis, complétant sa pensée, allons, allons, continua-t-elle, bien, Marguerite, dirait Henriette. En effet, une demi-heure après, la Mole, gravement catéchisée par Marguerite, baisait le bas de sa robe et montait, assez lestement pour un blessé, l'escalier qui conduisait chez M. d'Alençon. 2 ou 3 jours s'écoulèrent pendant lesquels la bonne harmonie parut se consolider de plus en plus entre Henri et sa femme. Henri avait obtenu de ne pas faire abjuration publique, mais il avait renoncé entre les mains du confesseur du roi et entendait tous les matins la messe qu'on disait au Louvre. Le soir, il prenait ostensiblement le chemin de l'appartement de sa femme, entrait par la grande porte, causait quelques instants avec elle, puis sortait par la petite porte secrète et montait chez madame de Sauve, qui n'avait pas manqué de le prévenir de la visite de Catherine et du danger incontestable qui le menaçait. Henri, renseigné des 2 côtés, redoublait donc de méfiance à l'endroit de la reine-mère, et cela avec d'autant plus de raison qu'insensiblement la figure de Catherine commençait à se dérider. Henri en arriva même à voir éclore un matin sur ses lèvres pâles un sourire de bienveillance. Ce jour-là, il eut toutes les peines du monde à se décider à manger autre chose que des œufs qu'il avait fait cuire lui-même, et à boire autre chose que de l'eau qu'il avait vu puiser à la Seine devant lui. Les massacres continuaient, mais néanmoins allaient s'éteignant. On avait fait si grande tuerie des Huguenots que le nombre en était fort diminué. La plus grande partie était mort, beaucoup avaient fui, quelques-uns étaient restés cachés. De temps en temps, une grande clameur s'élevait dans un quartier ou dans un autre. C'était quand on avait découvert un de ceux-là. L'exécution alors était privée ou publique, selon que le malheureux était acculé dans quelque endroit sans issue ou pouvait fuir. Dans le dernier cas, c'était une grande joie pour le quartier où l'événement avait eu lieu, car, au lieu de se calmer par l'extinction de leurs ennemis, les catholiques devenaient de plus en plus féroces. Et moins il en restait, plus ils paraissaient acharnés après ces malheureux restes. Charles IX avait pris grand plaisir à la chasse aux Huguenots, puis, quand il n'avait pas pu continuer lui-même, il s'était délecté au bruit des chasses des autres. Un jour, en revenant de jouer au mail, qui était avec la paume et la chasse son plaisir favori, il entra chez sa mère, le visage tout joyeux, suivi de ses courtisans habituels. « Ma mère, dit-il en embrassant la Florentine, qui, remarquant cette joie, avait déjà essayé d'en deviner la cause. « Ma mère, bonne nouvelle. Mort de tous les diables, savez-vous une chose ? C'est que l'illustre carcasse de monsieur l'amiral, qu'on croyait perdu, est retrouvée. »« Ah, ah, dit Catherine. Oh, mon Dieu, oui. Vous avez eu, comme moi, l'idée, n'est-ce pas, ma mère, que les chiens en avaient fait leur repas de noces ? Mais il n'en était rien. Mon peuple, mon cher peuple, mon bon peuple a eu une idée. Il a pendu l'amiral au croc de Montfaucon. Du haut en bas, Gaspard, on a jeté. Et puis, de bas en haut, on l'a monté. « Eh bien, dit Catherine. « Eh bien, ma bonne mère, reprit Charles IX, j'ai toujours eu l'envie de le revoir depuis que je sais qu'il est mort, le cher homme. Il fait beau. Tout me semble en fleurs aujourd'hui. L'air est plein de vie et de parfum. Je me porte comme je ne me suis jamais portée. Si vous voulez, ma mère, nous monterons à cheval et nous irons à Montfaucon. »« Ce serait bien volontiers, mon fils, dit Catherine, si je n'avais pas donné un rendez-vous que je ne veux pas manquer. Puis à une visite faite à un homme de l'importance de monsieur l'amiral, ajouta-t-elle,
Il faut convier toute la cour. Ce sera une occasion pour les observateurs de faire des observations curieuses. Nous verrons qui viendra et qui demeurera. Vous avez, ma foi, raison, ma mère. À demain, la chose. Cela vaut mieux. Ainsi, faites vos invitations. Je ferai les miennes. Ou plutôt, nous n'inviterons personne. Nous dirons seulement que nous y allons. Cela fait, tout le monde sera libre. Adieu, ma mère. Je vais sonner du corps. Vous vous épuiserez, Charles. Ambroise Paré vous le dit sans cesse, et il a raison. C'est un trop rude exercice pour vous. Bah, dit Charles. Je voudrais bien être sûr de ne mourir que de cela. J'enterrerai tout le monde ici, et même Henriot, qui doit un jour nous succéder à tous, à ce que prétend Nostradamus. Catherine fronça le sourcil. Mon fils, dit-elle, défiez-vous surtout des choses qui paraissent impossibles, et en attendant, ménagez-vous. 2 ou 3 fanfares seulement pour réjouir mes chiens, qui s'ennuient à crever, pauvres bêtes. J'aurais dû les lâcher sur le Huguenot, cela les aurait réjouis. Et Charles IX sortit de la chambre de sa mère, entra dans son cabinet d'armes, détacha un corps, en sonna avec une vigueur qui eût fait honneur à Roland lui-même. On ne pouvait pas comprendre comment, de ce corps faible et maladif, et de ses lèvres pâles, pouvait sortir un souffle si puissant. Catherine attendait en effet quelqu'un, comme elle l'avait dit à son fils. Un instant après qu'il fût sorti, une de ses femmes vint lui parler tout bas. La reine sourit, se leva, salua les personnes qui lui faisaient la cour et suivit la messagère. Le Florentin René, celui auquel le roi de Navarre, le soir même de la Saint-Barthélemy, avait fait un accueil si diplomatique, venait d'entrer dans son oratoire. « Ah, c'est vous, René, lui dit Catherine. Je vous attendais avec impatience. » René s'inclina. « Vous avez reçu hier le petit mot que je vous ai écrit. »« J'ai eu cet honneur. »« Avez-vous renouvelé, comme je vous le disais, l'épreuve de cet horoscope tiré par Ruggieri et qui s'accorde si bien avec cette prophétie de Nostradamus qui dit que mes fils régneront tous 3 ? Depuis quelques jours, les choses sont bien modifiées, René, et j'ai pensé qu'il était possible que les destinées fussent devenues moins menaçantes. « Madame, » répondit René en secouant la tête, « Votre Majesté sait bien que les choses ne modifient pas la destinée. C'est la destinée, au contraire, qui gouverne les choses. »« Vous n'en avez pas moins renouvelé le sacrifice, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, madame, » répondit René, « car vous obéir est mon premier devoir. »« Eh bien, le résultat ? » ?»« Est demeuré le même, madame. »« Quoi ? L'agneau noir a toujours poussé ses 3 cris ? » ?»« Toujours, madame. »« Signe de 3 morts cruelles dans ma famille, » murmura Catherine. « Hélas, » dit René. « Mais ensuite ? » ?»« Ensuite, madame, il y avait dans ses entrailles cet étrange déplacement du foie que nous avons déjà remarqué dans les 2 premiers et qui penchait en sens inverse. »« Changement de dynastie. »« Toujours, grommela Catherine. « Il faudra cependant combattre cela, René, » continua-t-elle. René secoua la tête. « Je l'ai dit à votre Majesté, » reprit-il, « le destin gouverne. »« C'est ton avis, » dit Catherine. « Oui, madame. »« Te souviens-tu de l'horoscope de Jeanne d'Albret ?»« Oui, madame. »« Redis-le un peu, voyons. Je l'ai oublié, moi. »« Vives honorata, » dit René. « Morieris reformidata, regina amplifica bere. » Ce qui veut dire, je crois, tu vivras honorée. Et elle manquait du nécessaire, la pauvre femme. Tu mourras redoutée. Et nous nous sommes moqués d'elle. Tu seras plus grande que tu n'as été comme reine. Et voilà qu'elle est morte et que sa grandeur repose dans un tombeau où nous avons oublié de mettre même son nom. Madame, votre Majesté traduit mal le vives honorata. La reine de Navarre a vécu honorée, en effet, car elle a joui, tant qu'elle a vécu, de l'amour de ses enfants et du respect de ses partisans. Amour et respect d'autant plus sincères qu'elle était plus pauvre. « Oui, dit Catherine, je vous passe le « tu vivras honorée », mais
Morieris reformidata. Voyons, comment l'expliquerez-vous? Comment je l'expliquerai? Rien de plus facile. Tu mourras redoutée. Eh bien, est-elle morte redoutée? Si bien redoutée, madame, qu'elle ne fut pas morte si votre majesté n'en avait pas eu peur. Enfin, comme reine, tu grandiras, ou tu seras plus grande que tu n'as été comme reine, ce qui est encore vrai, madame, car en échange de la couronne périssable, elle a peut-être maintenant, comme reine et martyre, la couronne du ciel. Et outre cela, qui sait encore l'avenir réservé à sa race sur la terre? Catherine était superstitieuse à l'excès. Elle s'épouvanta plus encore, peut-être, du sang-froid de René que de cette persistance des augures. Et comme pour elle, un mauvais pas était une occasion de franchir hardiment la situation, elle dit brusquement à René et sans transition aucune que le travail muet de sa pensée: « Est-il arrivé des parfums d'Italie ?»« Oui, madame. »« Vous m'en enverrez un coffret garni. »« Desquels ?»« Des derniers. De ceux... » Catherine s'arrêta. « De ceux qu'aimait particulièrement la reine de Navarre, reprit René. Précisément. Il n'est point besoin de les préparer, n'est-ce pas, madame, car votre majesté y est à cette heure aussi savante que moi. Tu trouves, dit Catherine. Le fait est qu'ils réussissent. Votre majesté n'a rien de plus à me dire, demanda le parfumeur. Non, non, reprit Catherine pensive. Je ne crois pas, du moins. Si, toutefois, il y avait de nouveau dans les sacrifices, faites-le-moi savoir. À propos, laissons là les agneaux et essayons des poules. Hélas, madame, j'ai bien peur qu'en changeant la victime, nous ne changions rien au présage. Fais ce que je dis. René salua et sortit. Catherine resta un instant assise et pensive, puis elle se leva à son tour et rentra dans sa chambre à coucher, où l'attendaient ses femmes et où elle annonça pour le lendemain le pèlerinage à Montfaucon. La nouvelle de cette partie de plaisir fut pendant toute la soirée le bruit du palais et la rumeur de la ville. Les dames firent préparer leurs toilettes les plus élégantes, les gentilshommes leurs armes et leurs chevaux d'apparat. Les marchands fermèrent boutiques et ateliers, et les flâneurs de la populace tuèrent, par-ci, par-là, quelques huguenots épargnés pour la bonne occasion, afin d'avoir un accompagnement convenable à donner au cadavre de l'amiral. Ce fut un grand vacarme pendant toute la soirée et pendant une bonne partie de la nuit. La Mole avait passé la plus triste journée du monde, et cette journée avait succédé à 3 ou 4 autres qui n'étaient pas moins tristes. M. d'Alençon, pour obéir au désir de Marguerite, l'avait installé chez lui, mais ne l'avait point revu depuis. Il se sentait tout à coup comme un pauvre enfant abandonné, privé des soins tendres, délicats et charmants de 2 femmes dont le souvenir seul de l'une dévorait incessamment sa pensée. Il avait bien eu de ces nouvelles par le chirurgien Ambroise Paré, qu'elle lui avait envoyées, mais ces nouvelles, transmises par un homme de 50 ans, qui ignorait ou feignait d'ignorer l'intérêt que la Mole portait aux moindres choses qui se rapportaient à Marguerite, étaient bien incomplètes et bien insuffisantes. Il est vrai que Gillonne était venu une fois, en son propre nom, bien entendu, pour savoir des nouvelles du blessé. Cette visite avait fait l'effet d'un rayon de soleil dans un cachot, et la Mole en était restée comme éblouie, attendant toujours une seconde apparition, laquelle, quoiqu'il se fût écoulé 2 jours depuis la première, ne venait point. Aussi, quand la nouvelle fut apportée aux convalescents de cette réunion splendide de toute la cour pour le lendemain, fit-il demander à M. d'Alençon la faveur de l'accompagner. Le duc ne se demanda pas même si la Mole était en état de supporter cette fatigue. Il répondit seulement « À merveille !»« Qu'on lui donne un de mes chevaux. » C'était tout ce que désirait la Mole. Maître Ambroise Paré vint comme d'habitude pour le panser. La Mole lui exposa la nécessité où il était de monter à cheval et le pria de mettre un double soin à la pose des appareils. Les 2 blessures, au reste, étaient refermées, celle de la poitrine comme celle de l'épaule, et celle de l'épaule seule le faisait souffrir. Toutes 2 étaient vermeilles, comme il convient à des chairs en voie de guérison.
Maître Ambroise Paré les recouvrit d'un taffetas gommé fort en vogue à cette époque pour ces sortes de cas, et promit à la Mole que, pourvu qu'il ne se donnât point trop de mouvement dans l'excursion qu'il allait faire, les choses iraient convenablement. La Mole était au comble de la joie. À part une certaine faiblesse causée par la perte de son sang et un léger étourdissement qui se rattachait à cette cause, il se sentait aussi bien qu'il pouvait être. D'ailleurs, Marguerite serait sans doute de cette cavalcade. Il reverrait Marguerite, et lorsqu'il songeait au bien que lui avait fait la vue de Gillonne, il ne mettait point en doute l'efficacité bien plus grande de celle de sa maîtresse. La Mole employa donc une partie de l'argent qu'il avait reçu en partant de sa famille à acheter le plus beau juste au corps de satin blanc et la plus riche broderie de manteaux que lui put procurer le tailleur à la mode. Le même lui fournit encore les bottes de cuir parfumées qu'on portait à cette époque. Le tout lui fut apporté le matin, une demi-heure seulement après l'heure pour laquelle la Mole l'avait demandé, ce qui fait qu'il n'eut trop rien à dire. Il s'habilla rapidement, se regarda dans un miroir, se trouva assez convenablement vêtu, coiffé, parfumé, pour être satisfait de lui-même. Enfin, il s'assura, par plusieurs tours faits rapidement dans sa chambre, qu'à part plusieurs douleurs assez vives, le bonheur moral ferait taire les incommodités physiques. Un manteau cerise de son invention, et taillé un peu plus long qu'on ne les portait alors, lui allait particulièrement bien. Tandis que cette scène se passait au Louvre, une autre du même genre avait lieu à l'hôtel de Guise. Un grand gentilhomme à poils roux examinait devant une glace une raie rougeâtre qui lui traversait désagréablement le visage. Il peignait et parfumait sa moustache, et tout en la parfumant, il étendait sur cette malheureuse raie, qui, malgré tous les cosmétiques en usage à cette époque, s'obstinait à reparaître, il étendait, dis-je, une triple couche de blanc et de rouge. Mais comme l'application était insuffisante, une idée lui vint. Un ardent soleil, un soleil d'août, dardait ses rayons dans la cour. Il descendit dans cette cour, mit son chapeau à la main, et, le nez en l'air et les yeux fermés, il se promena pendant 10 minutes, s'exposant volontairement à cette flamme dévorante qui tombait par torrents du ciel. Au bout de 10 minutes, grâce à un coup de soleil de premier ordre, le gentilhomme était arrivé à avoir un visage si éclatant que c'était la raie rouge qui maintenant n'était plus en harmonie avec le reste et qui par comparaison paraissait jaune. Notre gentilhomme ne parut pas moins fort satisfait de cet arc-en-ciel qu'il rassortit de son mieux avec le reste du visage grâce à une couche de vermillon qu'il étendit dessus. Après quoi, il endossa un magnifique habit qu'un tailleur avait mis dans sa chambre avant qu'il eût demandé le tailleur. Ainsi paré, musqué, armé de pied en cap, il descendit une seconde fois dans la cour et se mit à caresser un grand cheval noir dont la beauté eût été sans égale sans une petite coupure qu'à l'instar de celle de son maître lui avait faite dans une des dernières batailles civiles un sabre de reître. Néanmoins, enchanté de son cheval comme il l'était de lui-même, ce gentilhomme, que nos lecteurs ont sans doute reconnu sans peine, fut en selle un quart d'heure avant tout le monde, et fit retentir la cour de l'hôtel de Guise des hennissements de son coursier, auxquels répondaient, à mesure qu'il s'en rendait maître, des mordis prononcés sur tous les tons. Au bout d'un instant, le cheval, complètement dompté, reconnaissait par sa souplesse et son obéissance la légitime domination de son cavalier. Mais la victoire n'avait pas été remportée sans bruit, et ce bruit, c'était peut-être là-dessus que comptait notre gentilhomme, et ce bruit avait attiré aux vitres une dame que notre dompteur de chevaux salua profondément et qui lui sourit de la façon la plus agréable. 5 minutes après, Madame de Nevers faisait appeler son intendant. « Monsieur, demanda-t-elle, a-t-on fait convenablement déjeuner monsieur le comte Annibal de Coconas ?»« Oui, madame, répondit l'intendant. Il a même ce matin mangé de meilleur appétit encore que d'habitude. »« Bien, monsieur, dit la duchesse, puis se retournant vers son premier gentilhomme. « Monsieur d'Arguzon, dit-elle, partons pour le Louvre, et tenez l'œil, je vous prie, sur monsieur le comte Annibal de Coconas, car il est blessé, par conséquent encore faible, et je ne voudrais pas, pour tout au monde, qu'il lui arrivât malheur. »
Cela ferait rire les huguenots qui lui gardent rancune depuis cette bienheureuse soirée de la Saint-Barthélemy. » Et madame de Nevers, montant à cheval à son tour, partit toute rayonnante pour le Louvre, où était le rendez-vous général. Il était 2 heures de l'après-midi lorsqu'une file de cavaliers ruisselants d'or, de joyaux et d'habits splendides apparut dans la rue Saint-Denis, débouchant à l'angle du cimetière des Innocents, et se déroulant au soleil entre les 2 rangées de maisons sombres comme un immense reptile aux chatoyants anneaux. Chapitre 16. Le corps d'un ennemi mort sent toujours bon. Nulle troupe, si riche qu'elle soit, ne peut donner une idée de ce spectacle. Les habits soyeux, riches et éclatants, légués comme une mode splendide par François Ier à ses successeurs, ne s'étaient pas transformés encore dans ces vêtements étriqués et sombres qui furent de mise sous Henri III, de sorte que le costume de Charles IX, moins riche, mais peut-être plus élégant que ceux des époques précédentes, éclatait dans toute sa parfaite harmonie. De nos jours, il n'y a plus de point de comparaison possible avec un semblable cortège, car nous en sommes réduits, pour nos magnificences de parade, à la symétrie et à l'uniforme. Pages, écuyers, gentilshommes de bas étage, chiens et chevaux marchant sur les flancs et en arrière, faisaient du cortège royal une véritable armée. Derrière cette armée venait le peuple, ou, pour mieux dire, le peuple était partout. Le peuple suivait, escortait et précédait. Il criait à la fois Noël et haro, car dans le cortège on distinguait plusieurs calvinistes ralliés, et le peuple a de la rancune. C'était le matin, en face de Catherine et du duc de Guise, que Charles IX avait, comme d'une chose toute naturelle, parlé devant Henri de Navarre d'aller visiter le gibet de Montfaucon, ou plutôt le corps mutilé de l'amiral qui était pendu. Le premier mouvement de Henri avait été de se dispenser de prendre part à cette visite. C'était là où l'attendait Catherine. Au premier mot qu'il dit exprimant sa répugnance, elle échangea un coup d'œil et un sourire avec le duc de Guise. Henri surprit l'un et l'autre, les comprit, puis se reprenant tout à coup. « Mais, au fait, dit-il, pourquoi n'irais-je pas ? Je suis catholique et je me dois à ma nouvelle religion. » Puis, s'adressant à Charles IX, « Que votre majesté compte sur moi, lui dit-il. Je serai toujours heureux de l'accompagner partout où elle ira. » Et il jeta autour de lui un coup d'œil rapide pour compter les sourcils qui se fronçaient. Aussi celui de tout le cortège que l'on regardait avec le plus de curiosité peut-être, était ce fils sans mère, ce roi sans royaume, ce huguenot fait catholique. Sa figure longue et caractérisée, sa tournure un peu vulgaire, sa familiarité avec ses inférieurs, familiarité qu'il portait à un degré presque inconvenant pour un roi, familiarité qui tenait aux habitudes montagnardes de sa jeunesse et qu'il conserva jusqu'à sa mort, le signalait aux spectateurs dont quelques-uns lui criaient « À la messe, Henriot, à la messe !» Ce à quoi Henri répondait « J'y ai été hier, j'en viens aujourd'hui, et j'y retournerai demain. Ventre saint gris. Il me semble cependant que c'est assez comme cela. » Quant à Marguerite, elle était à cheval, si belle, si fraîche, si élégante, que l'admiration faisait autour d'elle un concert dont quelques notes, il faut l'avouer, s'adressaient à sa compagne, madame la duchesse de Nevers, qu'elle venait de rejoindre, et dont le cheval blanc, comme s'il était fier du poids qu'il portait, secouait furieusement la tête. « Eh bien, duchesse, dit la reine de Navarre, quoi de nouveau ? » « Mais, madame, répondit tout haut Henriette, rien que je sache. » Puis tout bas. « Et le huguenot ? » demanda-t-elle. « Qu'est-il devenu ? » « Je lui ai trouvé une retraite à peu près sûre, répondit Marguerite. « Et le grand massacreur de gens, qu'en as-tu fait ? » Il a voulu être de la fête. Il monte le cheval de bataille de monsieur de Nevers, un cheval grand comme un éléphant. C'est un cavalier effrayant. Je lui ai permis d'assister à la cérémonie parce que j'ai pensé que prudemment ton huguenot garderait la chambre et que de cette façon il n'y aurait pas de rencontre à craindre. « Oh, ma foi, répondit Marguerite en souriant, fût-il ici, et il n'y est pas, je crois qu'il n'y aurait pas de rencontre pour cela,
C'est un beau garçon que mon Huguenot, mais pas autre chose. Une colombe et non un milan. Il roucoule, mais ne mord pas. Après tout, fit-elle avec un accent intraduisible et en haussant légèrement les épaules, après tout, peut-être l'avons-nous cru Huguenot, tandis qu'il était Brahme, et sa religion lui défend-elle de répandre le sang? Mais où donc est le duc d'Alençon? Demanda Henriette. Je ne l'aperçois point. Il doit rejoindre. Il avait mal aux yeux ce matin et désirait ne pas venir. Mais comme on sait que, pour ne pas être du même avis que son frère Charles et son frère Henri, il penche pour les Huguenots, on lui a fait observer que le roi pourrait interpréter à mal son absence, et il s'est décidé. Mais justement, tiens, on regarde, on crie là-bas. C'est lui qui sera venu par la porte Montmartre. En effet, c'est lui-même, je le reconnais, dit Henriette. En vérité, mais il a bon air aujourd'hui. Depuis quelque temps, il se soigne particulièrement. Il faut qu'il soit amoureux. Voyez donc comme c'est bon d'être prince de sang. Il galope sur tout le monde et tout le monde se range. En effet, dit en riant Marguerite, il va nous écraser. Dieu me pardonne. Mais faites donc ranger vos gentilshommes, duchesse, car en voici un qui, s'il ne se range pas, va se faire tuer. Eh, c'est mon intrépide, s'écria la duchesse. Regarde donc, regarde. Coconas avait en effet quitté son rang pour se rapprocher de madame de Nevers. Mais au moment même où son cheval traversait l'espèce de boulevard extérieur qui séparait la rue du faubourg Saint-Denis, un cavalier de la suite du duc d'Alençon, essayant en vain de retenir son cheval emporté, alla en plein corps heurter Coconas. Coconas, ébranlé, vacilla sur sa colossale monture. Son chapeau faillit tomber. Il le retint et se retourna furieux. « Dieu !» dit Marguerite en se penchant à l'oreille de son ami. « Monsieur de la Mole !»« Ce beau jeune homme pâle !» s'écria la duchesse, incapable de maîtriser sa première impression. « Oui, oui, celui-là même qui a failli renverser ton piémontais. »« Oh, mais, dit la duchesse, il va se passer des choses affreuses. Ils se regardent, ils se reconnaissent. » En effet, Coconas, en se retournant, avait reconnu la figure de la Mole, et, de surprise, il avait laissé échapper la bride de son cheval. Car il croyait bien avoir tué son ancien compagnon, ou du moins l'avoir mis, pour un certain temps, hors de combat. De son côté, la Mole reconnut Coconas et sentit un feu qui lui montait au visage. Pendant quelques secondes, qui suffirent à l'expression de tous les sentiments que couvaient ces deux hommes, ils s'étreignirent d'un regard qui fit frissonner les deux femmes. Après quoi, la Mole, ayant regardé tout autour de lui, et ayant compris sans doute que le lieu était mal choisi pour une explication, piqua son cheval et rejoignit le duc d'Alençon. Coconas resta un moment ferme à la même place, tordant sa moustache et en faisant remonter la pointe, jusqu'à se crever l'œil. Après quoi, voyant que la Mole s'éloignait sans lui rien dire de plus, il se remit lui-même en route. « Ah !» dit avec une dédaigneuse douleur Marguerite. « Je ne m'étais donc pas trompée. Oh, pour cette fois, c'est trop fort. » Et elle se mordit les lèvres jusqu'au sang. « Il est bien joli, » répondit la duchesse avec commisération. Juste en ce moment, le duc d'Alençon venait de reprendre sa place derrière le roi et la reine-mère, de sorte que ces gentilshommes, en le rejoignant, étaient forcés de passer devant Marguerite et la duchesse de Nevers. La Mole, en passant à son tour devant les deux princesses, leva son chapeau, salua la reine en s'inclinant jusque sur le cou de son cheval et demeura tête nue en attendant que sa majesté l'honorât d'un regard. Mais Marguerite détourna fièrement la tête. La Mole lut sans doute l'expression de dédain empreinte sur le visage de la reine, et de pâle qu'il était, devint livide. De plus, pour ne pas choir de son cheval, il fut forcé de se retenir à la crinière. « Oh, oh !» dit Henriette à la reine. « Regarde donc, cruelle que tu es. Mais il va se trouver mal. »« Bon, » dit la reine avec un sourire écrasant, « il ne nous manquerait plus que cela. As-tu des selles ?» Madame de Nevers se trompait. La Mole, chancelant, retrouva des forces et, se raffermissant sur son cheval, alla reprendre son rang à la suite du duc d'Alençon.
Cependant, on continuait d'avancer. On voyait se dessiner la silhouette lugubre du gibet dressé et étrenné par Enguerrand de Marigny. Jamais il n'avait été si bien garni qu'à cette heure. Les huissiers et les gardes marchèrent en avant et formèrent un large cercle autour de l'enceinte. À leur approche, les corbeaux perchés sur le gibet s'envolèrent avec des croassements de désespoir. Le gibet qui s'élevait à Montfaucon offrait d'ordinaire, derrière ses colonnes, un abri aux chiens attirés par une proie fréquente et aux bandits philosophes qui venaient méditer sur les tristes vicissitudes de la fortune. Ce jour-là, il n'y avait, en apparence du moins, à Montfaucon, ni chiens ni bandits. Les huissiers et les gardes avaient chassé les premiers en même temps que les corbeaux, et les autres s'étaient confondus dans la foule pour y opérer quelques-uns de ces bons coups qui sont les riantes vicissitudes du métier. Le cortège s'avançait. Le roi et Catherine arrivaient les premiers, puis venaient le duc d'Anjou, le duc d'Alençon, le roi de Navarre, monsieur de Guise et leurs gentilshommes. Puis madame Marguerite, la duchesse de Nevers et toutes les femmes composant ce qu'on appelait l'escadron volant de la reine. Puis les pages, les écuyers, les valets et le peuple. En tout, 10 000 personnes. Au gibet principal pendait une masse informe, un cadavre noir, souillé de sang coagulé et de boue blanchie par de nouvelles couches de poussière. Au cadavre, il manquait une tête. Aussi l'avait-on pendu par les pieds. Au reste, la populace, ingénieuse comme elle l'est toujours, avait remplacé la tête par un bouchon de paille sur lequel elle avait mis un masque. Et dans la bouche de ce masque, quelques railleurs, qui connaissaient les habitudes de monsieur l'amiral, avaient introduit un cure-dent. C'était un spectacle à la fois lugubre et bizarre, que tous ces élégants seigneurs et toutes ces belles dames défilant, comme une procession peinte par Goya, au milieu de ces squelettes noircis et de ces gibets aux longs bras décharnés. Plus la joie des visiteurs était bruyante, plus elle faisait contraste avec le morne silence et la froide insensibilité de ces cadavres, objets de raillerie qui faisaient frissonner ceux-là même qui les faisaient. Beaucoup supportaient à grand-peine ce terrible spectacle, et à sa pâleur on pouvait distinguer, dans le groupe des huguenots ralliés, Henri, qui, quelle que fût sa puissance sur lui-même, et si étendu que fût le degré de dissimulation dont le ciel l'avait doté, n'y put tenir. Il prétexta l'odeur impure que répandaient tous ces débris humains, et s'approchant de Charles IX, qui, côte à côte avec Catherine, était arrêté devant les restes de l'amiral. « Sire, dit-il, votre majesté ne trouve-t-elle pas que, pour rester plus longtemps ici, ce pauvre cadavre sent bien mauvais ?»« Tu trouves, Henriot ?» dit Charles IX, dont les yeux étincelaient d'une joie féroce. « Oui, sire. »« Eh bien, je ne suis pas de ton avis, moi. Le corps d'un ennemi mort sent toujours bon. »« Ma foi, sire, dit Tavannes, puisque votre majesté savait que nous devions venir faire une petite visite à monsieur l'amiral, elle eût dû inviter Pierre Ronsard, son maître en poésie. Il eût fait, séance tenante, l'épitaphe du vieux Gaspard. »« Il n'y a pas besoin de lui pour cela, dit Charles IX, et nous la ferons bien nous-mêmes. Par exemple, écoutez, messieurs, dit Charles IX, après avoir réfléchi un instant. Si J, mais c'est mal entendu, pour lui, le mot est trop honnête. Ici, l'amiral est pendu par les pieds à faute de tête. Bravo, bravo, s'écrièrent les gentilshommes catholiques, tout d'une voix, tandis que les huguenots ralliés fronçaient les sourcils en gardant le silence. Quant à Henri, comme il causait avec Marguerite et madame de Nevers, il fit semblant de n'avoir pas entendu. « Allons, allons, monsieur, dit Catherine, que, malgré les parfums dont elle était couverte, cette odeur commençait à indisposer. Allons, il n'y a si bonne compagnie qu'on ne quitte. Disons adieu à monsieur l'amiral, et revenons à Paris. » Elle fit de la tête un geste ironique, comme lorsqu'on prend congé d'un ami, et reprenant la tête de colonne, elle revint gagner le chemin, tandis que le cortège défilait devant le cadavre de Coligny. Le soleil se couchait à l'horizon.
La foule s'écoula sur les pas de leur majesté pour jouir jusqu'au bout des magnificences du cortège et des détails du spectacle. Les voleurs suivirent la foule, de sorte que, 10 minutes après le départ du roi, il n'y avait plus personne autour du cadavre mutilé de l'amiral, que commençaient à effleurer les premières brises du soir. Quand nous disons personne, nous nous trompons. Un gentilhomme monté sur un cheval noir, et qui n'avait pu, sans doute, au moment où il était honoré de la présence des princes, contempler à son aise ce tronc informe et noirci, était demeuré le dernier, et s'amusait à examiner dans tous leurs détails chaînes, crampons, piliers de pierre, le gibet enfin, qui lui paraissait sans doute, à lui arrivé depuis quelques jours à Paris et ignorant des perfectionnements qu'apporte en toute chose la capitale, le parangon de tout ce que l'homme peut inventer de plus terriblement laid. Il n'est pas besoin de dire à nos lecteurs que cet homme était notre ami Coconas. Un œil exercé de femme l'avait en vain cherché dans la cavalcade et avait sondé les rangs sans pouvoir le retrouver. Monsieur de Coconas, comme nous l'avons dit, était donc en extase devant l'œuvre d'Enguerrand de Marigny. Mais cette femme n'était pas seule à chercher monsieur de Coconas. Un autre gentilhomme, remarquable par son pourpoint de satin blanc et sa galante plume, après avoir regardé en avant et sur les côtés, s'avisa de regarder en arrière et vit la haute taille de Coconas et la gigantesque silhouette de son cheval se profiler en vigueur sur le ciel rougi des derniers reflets du soleil couchant. Alors le gentilhomme au pourpoint de satin blanc quitta le chemin suivi par l'ensemble de la troupe, prit un petit sentier et, décrivant une courbe, retourna vers le gibet. Presque aussitôt, la dame que nous avons reconnue pour la duchesse de Nevers, comme nous avons reconnu le grand gentilhomme au cheval noir pour Coconas, s'approcha de Marguerite et lui dit « Nous nous sommes trompées toutes deux, Marguerite, car le Piémontais est demeuré en arrière et monsieur de la Mole l'a suivi. »« Mordi, reprit Marguerite en riant, il va donc se passer quelque chose. Ma foi, j'avoue que je ne serais pas fâchée d'avoir à revenir sur son compte. » Marguerite alors se retourna et vit s'exécuter effectivement de la part de la Mole la manœuvre que nous avons dite. Ce fut alors au tour des deux princesses à quitter la file. L'occasion était des plus favorables. On tournait devant un sentier bordé de larges haies qui remontaient et, en remontant, passaient à 30 pas du gibet. Madame de Nevers dit un mot à l'oreille de son capitaine, Marguerite fit un signe à Gillonne, et les 4 personnes s'en allèrent par ce chemin de traverse, s'embusquer derrière le buisson le plus proche du lieu où allait se passer la scène, dont ils paraissaient désirer être spectateurs. Il y avait 30 pas environ, comme nous l'avons dit, de cet endroit à celui où Coconas, ravi, en extase, gesticulait devant monsieur l'amiral. Marguerite mit pied à terre. Madame de Nevers et Gillonne en firent autant. Le capitaine descendit à son tour et réunit dans ses mains les brides des 4 chevaux. Un gazon frais et touffu offrait aux 3 femmes un siège comme en demandent souvent et inutilement les princesses. Une éclaircie leur permettait de ne pas perdre le moindre détail. La Mole avait décrit son cercle. Il vint au pas se placer derrière Coconas et, allongeant la main, il lui frappa sur l'épaule. Le Piémontais se retourna. « Oh, dit-il, ce n'était donc pas un rêve. Et vous vivez encore ?»« Oui, monsieur, répondit la Mole. Oui, je vis encore. Ce n'est pas votre faute, mais enfin, je vis. »« Mordi, je vous reconnais bien, reprit Coconas, malgré votre mine pâle. Vous étiez plus rouge que cela la dernière fois que nous nous sommes vus. »« Et moi, dit la Mole, je vous reconnais aussi, malgré cette ligne jaune qui vous coupe le visage. Vous étiez plus pâle que cela lorsque je vous la fis. » Coconas se mordit les lèvres, mais, décidé, à ce qu'il paraît, à continuer la conversation sur le ton de l'ironie, il continua. « C'est curieux, n'est-ce pas, monsieur de la Mole, surtout pour un huguenot, de pouvoir regarder monsieur l'amiral pendu à ce crochet de fer. Et dire cependant qu'il y a des gens assez exagérés pour nous accuser d'avoir tué jusqu'aux huguenotins à la mamelle. »« Comte, dit la Mole en s'inclinant, je ne suis plus huguenot.
J'ai le bonheur d'être catholique. Bois, s'écria Coconas en éclatant de rire. Vous êtes converti, monsieur. Oh, que c'est adroit. Monsieur, continua la Mole avec le même sérieux et la même politesse, j'avais fait vœu de me convertir, si j'échappais au massacre. Comte, reprit le Piémontais, c'est un vœu très prudent, et je vous en félicite. N'en auriez-vous point fait d'autre encore? Oui, bien, monsieur. J'en ai fait un second, répondit la Mole en caressant sa monture avec une tranquillité parfaite. Lequel? Demanda Coconas. Celui de vous accrocher là-haut, voyez-vous, à ce petit clou qui semble vous attendre au-dessous de monsieur de Coligny. Comment? Dit Coconas. Comme je suis là, tout grouillant? Non, monsieur, après vous avoir passé mon épée au travers du corps. Coconas devint pourpre. Ses yeux verts lancèrent des flammes. Voyez-vous, dit-il en goguenardant, à ce clou. Oui, reprit la Mole, à ce clou. Vous n'êtes pas assez grand pour cela, mon petit monsieur, dit Coconas. Alors, je monterai sur votre cheval, mon grand tueur de gens, répondit la Mole. Ah, vous croyez, mon cher monsieur Hannibal de Coconas, qu'on peut impunément assassiner les gens sous le loyal et honorable prétexte qu'on est 100 contre 1? Nenni, un jour vient où l'homme retrouve son homme, et je crois que ce jour est venu aujourd'hui. J'aurais bien envie de casser votre vilaine tête d'un coup de pistolet, mais bah, j'ajusterai mal, car j'ai la main encore tremblante des blessures que vous m'avez faites en traître. Ma vilaine tête, hurla Coconas en sautant de son cheval. À terre, su, monsieur le comte, dégainons. Et il mit l'épée à la main. Je crois que ton huguenot a dit vilaine tête, murmura la duchesse de Nevers à l'oreille de Marguerite. Est-ce que tu le trouves laid? Il est charmant, dit en riant Marguerite, et je suis forcée de dire que la fureur rend monsieur de la Mole injuste. Mais chut, regardons. En effet, la Mole était descendue de son cheval avec autant de mesure que Coconas avait mis, lui, de rapidité. Il avait détaché son manteau cerise, l'avait posé à terre, avait tiré son épée et était tombé en garde. « Aïe !» fit-il en allongeant le bras. « Ouf !» murmura Coconas en déployant le sien, car tous deux, on se le rappelle, étaient blessés à l'épaule et souffraient d'un mouvement trop vif. Un éclat de rire, mal retenu, sortit du buisson. Les princesses n'avaient pu se contraindre, tout à fait, en voyant les deux champions se frotter l'omoplate en grimaçant. Cet éclat de rire parvint jusqu'aux deux gentilshommes, qui ignoraient qu'ils eussent des témoins et qui, en se retournant, reconnurent leur dame. La Mole se remit en garde, ferme comme un automate, et Coconas engageant le fer avec un mordi des plus accentués. « Ah ça, mais ils y vont tout de bon, et s'égorgeront si nous n'y mettons bon ordre. Assez de plaisanteries. Holà, messieurs! Holà! Cria Marguerite. Laisse, dit Henriette, qui, ayant vu Coconas à l'œuvre, espérait au fond du cœur que Coconas aurait aussi bon marché de la Mole qu'il avait eu des deux neveux et du fils de Mercandon. Oh, ils sont vraiment très beaux ainsi, dit Marguerite. Regarde, on dirait qu'ils soufflent du feu. En effet, le combat, commencé par des railleries et des provocations, était devenu silencieux depuis que les deux champions avaient croisé le fer. Tous deux se défiaient de leur force, et l'un et l'autre, à chaque mouvement trop vif, étaient forcés de réprimer un frisson de douleur arraché par les anciennes blessures. Cependant, les yeux fixes et ardents, la bouche entr'ouverte, les dents serrées, la Mole avançait à petits pas fermes et secs sur son adversaire qui, reconnaissant en lui un maître en fait d'armes, rompait aussi pas à pas, mais enfin rompait. Tous deux arrivèrent ainsi jusqu'au bord du fossé, de l'autre côté duquel se trouvaient les spectateurs. Là, comme si sa retraite eût été un simple calcul pour se rapprocher de sa dame, Coconas s'arrêta et, sur un dégagement un peu large de la Mole, fournit avec la rapidité de l'éclair un coup droit, et à l'instant même, le pourpoint de satin blanc de la Mole s'imbiba d'une tache rouge qui alla s'élargissant. « Courage !» cria la duchesse de Nevers. « Ah, pauvre la Mole !» fit Marguerite avec un cri de douleur.
La Mole entendit ce cri, lança à la reine un de ces regards qui pénètrent plus profondément dans le cœur que la pointe d'une épée, et, sur un cercle trompé, se fendit à fond. Cette fois, les deux femmes jetèrent 2 cris qui n'en firent qu'un. La pointe de la rapière de la Mole avait apparu sanglante derrière le dos de Coconas. Cependant, ni l'un ni l'autre ne tomba. Tous deux restèrent debout, se regardant la bouche ouverte, sentant chacun de son côté qu'au moindre mouvement qu'il ferait, l'équilibre allait lui manquer. Enfin, le Piémontais, plus dangereusement blessé que son adversaire, et sentant que ses forces allaient fuir avec son sang, se laissa tomber sur la Mole, l'étreignant d'un bras, tandis que de l'autre, il cherchait à dégainer son poignard. De son côté, la Mole réunit toutes ses forces, leva la main et laissa retomber le pommeau de son épée au milieu du front de Coconas, qui, étourdi du coup, tomba. Mais en tombant, il entraîna son adversaire dans sa chute, si bien que tous deux roulèrent dans le fossé. Aussitôt, Marguerite et la duchesse de Nevers, voyant que tout mourants qu'ils étaient, ils cherchaient encore à s'achever, se précipitèrent, aidés du capitaine des gardes. Mais avant qu'elles fussent arrivées à eux, les mains se détendirent, les yeux se refermèrent, et chacun des combattants, laissant échapper le fer qu'il tenait, se raidit dans une convulsion suprême. Un large flot de sang écumait autour d'eux. « Oh, brave, brave la Mole !» s'écria Marguerite, incapable de refermer plus longtemps en elle son admiration. « Ah, pardon, 1000 fois pardon de t'avoir soupçonné !» Et ses yeux se remplirent de larmes. « Hélas, hélas !» murmura la duchesse. « Valeureux Hannibal ! Dites, madame, avez-vous jamais vu 2 plus intrépides lions ?» Et elle éclata en sanglots. « Tudieu, les rudes coups !» dit le capitaine en cherchant à étancher le sang qui coulait à flots. « Oh là, vous qui venez plus vite !» En effet, un homme, assis sur le devant d'une espèce de tombereau peint en rouge, apparaissait dans la brume du soir, chantant cette vieille chanson que lui avait sans doute rappelé le miracle du cimetière des Innocents. Belle aubépin fleurissant, verdissant, le long de ce beau rivage, tu es vêtu jusqu'au bas des longs bras d'une lambruche sauvage. Le chantre rossignolait, nouvelait, courtisant sa bien-aimée, pour ses amours allégés, vient loger tous les ans sous la ramée. Or, vie, gentil aubépin, vie sans fin, vie sans que jamais tonnerre, ou la cognée, ou les vents, ou le temps, te puissent ruer par « Holà, hé !» répéta le capitaine. « Venez donc, quand on vous appelle. Ne voyez-vous pas que ces gentilshommes ont besoin de secours ?» L'homme au chariot, dont l'extérieur repoussant et le visage rude formaient un contraste étrange avec la douce et bucolique chanson que nous venons de citer, arrêta alors son cheval, descendit, et se baissant sur les 2 corps, « Voilà de belles plaies, dit-il. Mais j'en fais encore de meilleures. » « Qui donc êtes-vous » demanda Marguerite, ressentant malgré elle une certaine terreur qu'elle n'avait pas la force de vaincre. « Madame, répondit cet homme en s'inclinant jusqu'à terre, je suis maître Caboche, bourreau de la prévôté de Paris, et je venais accrocher à ce gibet des compagnons pour monsieur l'amiral. »« Eh bien, moi, je suis la reine de Navarre, répondit Marguerite. Jetez là vos cadavres, étendez dans votre chariot les housses de nos chevaux, et ramenez doucement derrière nous ces 2 gentilshommes au Louvre. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire ou partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. À bientôt pour une nouvelle écoute.